Le 20h de la TFM. Bonsoir, cher Tidiane. Bonsoir, Aram Touré. Les titres de ce 20h, c'est dans un instant. Bonsoir à toutes et à tous. La courbe de contamination qui monte au Sénégal. 127 nouveaux cas dénombrés ce matin. 416 cette semaine, soit pratiquement le total du mois d'août. Le ministre de la Santé en appelle à la responsabilité de chacun. Les nouvelles restrictions annoncées par le ministre de l'Intérieur, loin de faire l'unanimité, les acteurs du monde de la culture ne veulent pas entendre parler de fermeture. Le président de la Fédération sénégalaise de football, lui, de son côté, dit être contre tout arrêt de mort du sport sénégalais. Les congés du premier semestre de l'année scolaire fixés au 30 janvier prochain. Le chef de l'État a établi le calendrier scolaire dans un décret signé le 3 décembre dernier. La fin de l'année scolaire est fixée au 14 août 2021. Et puis, le corps sans vie d'un individu découvert ce matin sous l'échangeur de Sacré-Cœur. Pour le moment, les causes du décès de ce jeune homme ne sont pas connues. Voilà le sommaire de ce 20h. Tout de suite de développement. Bonsoir et bienvenue à toutes et à tous. 127 nouvelles contaminations de la Covid-19 ont été dénombrées aujourd'hui. Cette semaine, le Sénégal a enregistré 416 cas, ce qui correspond pratiquement à la situation du mois d'août. C'est une révélation du ministre de la Santé et de l'Action sociale. Abdoulaye Diouf Sarr a de nouveau appelé ce vendredi à la responsabilité de tout un chacun dans le respect des mesures barrières. Je vous propose de l'écouter. 6 semaines. On note une augmentation progressive des cas et à date, le Sénégal a enregistré, juste pour la semaine dernière, 416 cas, ce qui correspond à la situation du mois d'août passé, pour une semaine seulement. Pour la journée de ce vendredi, 11 décembre 2020, les examens virologiques donnent les résultats suivants. Sur 1397 tests réalisés, 127 sont revenus positifs. Cette situation démontre l'urgence et la nécessité de nous mobiliser davantage et de renforcer le système de prévention et le respect des mesures barrières. Je lance à nouveau un appel à la responsabilité de tout un chacun à se protéger et protéger les siens et surtout protéger toute la communauté nationale. Et puis ce communiqué de l'Assemblée nationale du Sénégal qui assure avoir pris des mesures préventives tout en faisant face à l'urgence. Évoquant le cas du décès de la députée Marie-Louise Diouf, le communiqué indique que cet événement douloureux a entraîné des mesures conservatoires comme par le passé pour le suivi des députés et des agents administratifs ainsi que le strict respect des recommandations relevant de l'esprit des gestes barrières. Désormais, non seulement les visites privées sont interdites mais également les déplacements à l'intérieur du siège de l'institution sont soumis aux nécessités de service. Les séances plénières sont organisées avec un format très réduit et à huis clos. Le communiqué signale par ailleurs que l'hémicycle et tous les espaces abritant des réunions font l'objet de mesures prophylactiques. Le communiqué du ministre de l'Intérieur indiquant des nouvelles mesures restrictives, Alioune Tine pense au respect des libertés fondamentales. Le président d'Africadium Center invite les autorités à revoir l'approche. Il estime que le respect strict des mesures barrières est une vaste campagne de communication une vaste campagne de communication seule pour sauver le Sénégal. Je vous propose de l'écouter. Ces propos sont recueillis par Alassane Ba et Mohamed Dian. Des expériences quand même sur lesquelles nous pouvons nous appuyer pour dire avec les mesures barrières, quand c'est strictement respecté, c'est important qu'on revienne sur le strictement respecté. Et de cette manière, je pense que là où il y a des possibilités de rassemblement, qu'on mette des mécanismes pour que ces mesures barrières soient respectées.
de façon systématique, que ce soit dans les transports, que ce soit dans les spectacles, que ce soit partout. Parce que quand même, il y a des segments de la société qui ont beaucoup souffert. Et est-ce qu'ils pourront supporter encore? Notre économie aussi a beaucoup souffert, surtout des segments. Est-ce qu'ils pourront supporter? Donc, moi, je pense qu'il ne faut pas paniquer. Il faut effectivement que l'État soit dans une situation d'écoute, de bonne écoute des gens qui sont bien informés, et ensuite d'élaborer une stratégie de communication globale où toutes les voix qui peuvent se faire entendre exactement soient sollicitées. Je pense qu'on peut y arriver. Parce que les mesures coercitives, même ailleurs où effectivement on assiste à une grande propagation, nous n'avons pas encore une situation de panique qui amène les gens à prendre des mesures trop restrictives. Et parce que nous avons une expérience. Moi, j'ai regardé ce qui s'est passé au dernier Magal de Touba. Il y a eu franchement une grande campagne de communication. Il faut qu'on tire la leçon du Magal. Les libertés fondamentales doivent être respectées. Aujourd'hui, un peu partout, quand les gens veulent manifester, ils manifestent. Ce qu'on leur demande, c'est de respecter les gestes barrières. Les acteurs culturels proposent la réduction du nombre de personnes dans les salles de spectacle à la place de la fermeture. Le port obligatoire du masque également. Le président de l'Arcos national, Pape Faye, lance un appel au gouvernement du Sénégal et aux différents ministères concernés pour ouvrir une large réflexion. Des échanges qui vont tourner autour de l'avenir des acteurs culturels. En sujet signé Maïmouna Ndiaye et Diafaraba. La fermeture des salles de spectacle, le président de l'Arco national l'a su alors qu'il bouclait ses derniers jours de répétition avec les artistes comédiens. Un choc pour cet acteur culturel. Là où je vous parle, nous étions Arcots sur une grande création artistique qui s'appelle Homicide. Et nous avons déployé des moyens énormes pour pouvoir jouer le spectacle. C'était prévu pour le 18 décembre. Et pourtant, avec la relance économique, les acteurs culturels avaient bon espoir avec les programmes de Noël. Je pense à mes collègues artistes, musiciens, de théâtre. Je pense à tous ceux-là qui, pour eux, le mois de décembre et le mois de janvier constituent leur principal business. Qu'est-ce qu'ils vont devenir? Tous ces acteurs culturels-là, tous ces artistes de la scène, qui ont déjà investi, qui ont sorti des singles, qui ont sorti des albums, justement pour préparer décembre, pour préparer janvier. Qu'est-ce qu'ils deviendront ces artistes de théâtre qui se sont investis fondamentalement pour créer des spectacles pendant les Noëls? Entre événements culturels et autres contrats, tout tombe à l'eau au moment où on s'y attendait le moins. D'où la nécessité de trouver une autre formule. Est-ce que on ne va pas demander à ce que, de façon exceptionnelle, qu'on permette à ce que les gens mettent des masques et qu'on l'exige à l'intérieur des salles et qu'on réduise le nombre de personnes qui interviennent, qui fréquentent les lieux, les salles de spectacle? Pour les enfants, ils attendent beaucoup de Noël, ils attendent décembre et janvier pour recevoir leurs cadeaux. Les parents sont aujourd'hui fatigués parce qu'ils sont tympanisés par leurs enfants. Papa, quand est-ce que je vais recevoir mon cadeau? Si il n'est pas possible de les rassembler dans une salle, qu'on leur permette d'aller chercher les cadeaux dans des boutiques. Une solution de sortie de crise est fortement attendue, une manière d'amoindrir les dégâts causés par cette pandémie. Des activités sportives, une pilule qui a du mal à passer également pour le président de la Fédération sénégalaise de football, Maître Augustin Senghor, dit être contre tout arrêt de mort du sport sénégalais. Le président de la FSF invite les autorités à revoir leur copie. Il s'est exprimé ce matin sur la plateforme sportive de l'ANPS. Salif Sow. Le président de la Fédération sénégalaise de football refuse de jouer le match de la suspension des activités sportives. Selon lui, ce sera signé, je cite, un arrêt de mort du sport sénégalais. C'est inquiétant de rester un an ou plus sans pratiquer dans un pays le sport, se désole Augustin Senghor. Sans jeu de mots, le président de la Fédération sénégalaise de football invite les autorités à revoir leur copie. Pour lutter contre la propagation de la Covid-19, la deuxième vague ou seconde vague, le ministre de l'Intérieur a demandé à nouveau l'arrêt des activités sportives en groupe.
Au même moment, les élèves vont à l'école, les étudiants à l'université, les croyants à la mosquée et à l'église. Les cérémonies familiales, religieuses et populaires se déroulent de plus belle, fait constater l'avocat de formation. Ce dernier plaide ainsi pour une pratique du sport régulée et responsable comme cela se passe dans d'autres pays. C'est un monde sportif qui se dit réceptif, discipliné et constructif qui demande aux autorités de poser les débats car le sport à huis clos et dans le respect des mesures barrières est bien possible, tente-t-il de convaincre. Entre le ministre de l'Intérieur et le président de la Fédération sénégalaise de football, quelqu'un jouera le jeu à défaut d'une sanction, d'un carton rouge. Deuxième vague de coronavirus au Sénégal serait une catastrophe sur le plan économique. C'est du moins l'avis de l'économiste Mor Gassama. Il lance un appel pour plus de prudence, surtout en ces moments de fin d'année. Il est interrogé par Cheikh Diop et Gervais Yao. Si nous regardons un peu, nous sommes en train de vivre les conséquences de la première vague. Si une deuxième vague arrive et que les autorités prennent des mesures fortes, comme celle prise il y a quelques mois de cela, ça risque vraiment de causer énormément de difficultés sur le plan économique. C'est pourquoi, moi je pense très sincèrement, que comme on nous a appris en tout cas à vivre avec le virus, c'est la meilleure manière, être extrêmement rigoureux par rapport au respect des mesures barrières et laisser les gens continuer à travailler. Parce que notre économie aura vraiment du mal à supporter les conséquences d'une deuxième vague. Je sais qu'il y aura quand même quelques pertes, ça c'est clair et net, mais si on part du principe que la santé prime sur tout, on ne peut que, en tout cas, rester vigilant, célébrer la fête chez soi dans la sobriété, en attendant que voilà, les choses redeviennent normales. Ça n'empêche pas aux gens d'aller acheter des cadeaux pour leurs enfants. Mais c'est le fait d'organiser une fête, les rassemblements, tout ce qui est rassemblement, vraiment, qui n'est pas très important. Moi, je pense qu'il faudrait tout suspendre. Le collectif Non au vaccin de la mort porté sur les fonds baptismaux, il a été créé par le syndicaliste Dambot pour dire non à la campagne de vaccination contre la Covid-19. L'enseignant et compagnie se base sur l'idée selon laquelle l'introduction d'un nouveau vaccin contre la pandémie serait un enjeu financier énorme. Je vous propose d'écouter des propos recueillis par Chérifia. Nous avons créé ce collectif parce que nous considérons qu'il y a une polémique qui s'installe au niveau mondial pour l'arrivée des vaccins dans les différents pays. Nous considérons que puisque les gens de la doctrine ne s'entendent pas et que c'est des questions de santé qui sont très sensibles, nous ne sommes pas dans une situation où on doit laisser les Sénégalais prendre des risques. C'est pourquoi nous appelons les Sénégalais à la prudence parce que les scientifiques qui devaient s'entendre pour assurer toute la transparence dans ce vaccin ne s'entendent pas et qu'aujourd'hui il y a deux camps, le camp des pro-vaccins et le camp des anti-vaccins. Donc nous considérons que, puisque c'est les populations qui doivent prendre ce vaccin, nous sommes en danger. Ce qui nous reste, c'est d'être disciplinés, nous les Sénégalais, de respecter les mesures barrières et vraiment de respecter les protocoles sanitaires tels qu'édictés par les personnels de santé. Je crois que si on y ajoute vraiment le protocole de traitement que le professeur Seydi et ses équipes ont toujours appliqué, moi j'ai l'intime conviction qu'on peut même diminuer le taux de mortalité lié au Covid. Et puis la fête de Noël qui sera célébrée dans quelques jours dans un contexte de coronavirus. Toutefois, certaines personnes achètent des cadeaux pour faire plaisir à leurs proches ou pour la décoration intérieure à la maison. Ils trouvent des moyens pour terminer l'année en toute beauté. C'est ce que nous allons voir dans ce reportage signé Cheikh Diop et Gervais Yao. Des sapins, des rideaux lumineux, des guirlandes, entre autres objets de décoration. Noël, c'est dans quelques jours. Ces clients cherchent des objets pour une décoration intérieure, mais ce contexte de coronavirus et l'interdiction de rassemblement dans les lieux publics contraignent beaucoup. Parce que les gens aiment décorer, c'est Noël, tout le monde aime Noël. Voilà, c'est une belle fête. On va en profiter aussi cette année pour faire la décoration et tout, chacun ses choix. Même si on le vit restreint, mais on va vivre Noël aussi. Il y en a quand même, la majeure partie vont offrir parce qu'il y a beaucoup de sociétés aussi qui offrent. Il y a beaucoup de sociétés qui offrent. Donc, quels que soient les problèmes, les gens vont offrir, même si c'est un paquet de 1000 francs, les gens vont l'acheter pour donner à leurs enfants parce que aussi les enfants sont habitués à recevoir des cadeaux. Dans ce magasin,
on y trouve des cadeaux pour la fête, mais le commerce est impacté par le coronavirus. Il y en a, mais pas beaucoup. Parce qu'avant le Covid, on recevait toujours tellement de clients. Maintenant, il y en a certains gens qui veulent acheter, mais pas trop, parce qu'ils ne peuvent pas dépenser, alors qu'on est en train de dire que les rassemblements, genre, on est en train d'éviter tout ça. Sur le plan commercial, les affaires marchaient. Maintenant, ça marche, mais pas beaucoup. Vraiment, notre chiffre d'affaires a beaucoup baissé par rapport à l'année dernière. Cette dame est venue faire ses achats pour décorer son lieu de travail. Même si le coronavirus a affecté les activités, elle a trouvé les moyens de faire plaisir à ses collègues. C'est bientôt la fin de l'année et c'est bientôt les fêtes de Noël. Donc pour vivre un peu l'année, vu qu'avec la Covid-19, ça a été un peu difficile, ça a été une année dure. Donc pour un peu égayer, un peu oublier l'année qu'on a vécue, que l'on vit actuellement. Donc pourquoi ne pas décorer, pourquoi ne pas un peu animer les lieux de travail pour annoncer l'année 2021 qui, on espère, sera meilleure que l'année 2020. Les fêtes de fin d'année seront célébrées dans un contexte de coronavirus. Malgré la pandémie qui sévit, certains trouvent les moyens de finir l'année en beauté. Je vous l'annonçais dans les titres de ce 20h, le réaménagement du calendrier scolaire publié dans un décret signé par le chef de l'État. Les congés du premier semestre se tiendront du 30 janvier au 8 février 2021. Pour ceux du second semestre, ce sera du 30 avril au 6 mai 2021. La fin de l'année scolaire est prévue le 14 août 2021 et la prochaine débutera au mois d'octobre 2021. Un corps sans vie d'un individu a été découvert ce matin sous l'échangeur de Sacré-Cœur. On ignore pour le moment les causes du décès de ce jeune homme dont la tête a été ensanglantée. Sa dépouille a été transportée par les sapeurs-pompiers. La police a ouvert une enquête. Aminata Touré sert une citation à Toussaint Manga. Ce sera dès ce lundi pour des propos jugés calomnieux envers l'ancienne présidente du CSE. Selon un communiqué, le parlementaire libéral a déclaré aujourd'hui à l'Assemblée nationale que Mimi Touré aurait acheté récemment une maison à 1 milliard de francs CFA. La cellule de communication d'Aminata Touré rappelle que tous les biens immobiliers de l'ancien président du Conseil économique, social et environnemental au Sénégal, que tous ces biens donc immobiliers au Sénégal et aux États-Unis figurent dans sa déclaration de patrimoine de 2012 et réactualisée en 2019 lors de sa nomination au CSE. L'État est le seul responsable du problème qui oppose le collectif des parents d'élèves et les écoles privées. C'est l'ultime conviction de l'Association des consuméristes du Sénégal. Aujourd'hui, l'État devrait jouer son rôle d'arbitre afin d'éviter ces genres de conflits. Les parents d'élèves, quant à eux, réclament à la tête du ministre de l'Éducation nationale. En sujet signé Younous Diatta et Fatimata Touré. Pointé du doigt, l'État du Sénégal est le seul responsable du problème qui oppose les parents d'élèves et les écoles privées. C'est l'avis du collectif des parents d'élèves. Aujourd'hui, pour le collectif, la seule solution à ce différend est que l'État s'approprie le dossier pour permettre aux enfants de retrouver les classes. C'est-à-dire qu'il faut le rembourser. Donc quand les autorités savent que cette injustice, on l'a fait peser sur les parents d'élèves en les faisant chanter, en retenant leurs bulletins de notes, en les refusant les réinscriptions et en les obligeant à payer indûment, c'est un aveu d'impuissance et c'est une preuve d'irresponsabilité. Il y a beaucoup d'enfants qui sont à la maison qui attendent et ils ne devaient pas attendre. C'est pourquoi nous avons dit tout à l'heure très fortement qu'il faut que l'État prenne des mesures d'urgence pour que ces enfants soient inscrits d'abord. Et ensuite, maintenant, les écoles pourront continuer à exiger et les parents à contester. À ce moment-là, il faudra un arbitrage. Ça prendra tout le temps que ça devra, mais au moins les enfants seront déjà à l'école. Les parents d'élèves ne seront pas seuls dans ce combat. La COSYDEP, les consuméristes, des membres de la société civile comptent apporter leur soutien. Nous nous penchons sur l'avenir des enfants.
ils sont traumatisés et moralement agressés. Parce que quand même, on ne peut pas se lever et ces enfants vous disent « Ouais, papa, maman, quand est-ce qu'on va aller à l'école? Voilà nos camarades, ils viennent de l'école, ils vont à l'école comme ça. » C'est terrible, surtout pour les enfants qui sont en classe d'examen. Nous disons vraiment que le ministre se lève et qu'il prenne ses responsabilités. Parce que lui, c'est lui qui représente le président de la République dans son ministère. Pour éviter que pareille situation ne se produise, le collectif des parents d'élèves propose plus d'investissements dans les écoles publiques. École publique, ni di jàngal ci privé ñoo nekk ci public. Les écoles publiques ont un problème de gouvernance. Donc nous pensons que l'État du Sénégal devrait plus investir dans les écoles publiques, améliorer le cadre de vie pour un enseignement de qualité. Ceci est la seule solution pour éviter ces genres de conflits entre les écoles privées et les parents d'élèves. Et je pense que la solution. À noter que SOS Consommateurs va aussi saisir les juridictions après l'annulation de sa récente manifestation. Le délibéré dans l'affaire opposant les écoles privées aux parents d'élèves est attendu le 21 décembre prochain. Plus de 6 millions de personnes vivent avec handicap en Afrique de l'Ouest, selon les organisations des personnes vivant avec un handicap. Elles invitent les gouvernements à la protection de cette couche vulnérable. Ces organisations estiment que leur prise en charge sanitaire et autres n'est pas respectée. Ce groupe était en conclave à Saly. Alzouma Idriss Maïga présente la Fédération ouest-africaine des personnes handicapées en situation de handicap. On parle au micro d'Abdourahmane Diallo et Salif Faye. Selon le rapport mondial de l'OMS et de la Banque mondiale, les personnes handicapées représentent environ 15% de la population mondiale. 80% d'entre elles vivent dans les pays à ressources limitées. Et 30% des jeunes de la rue ont un handicap quelconque. Source UNICEF. La prévalence du handicap augmente sous l'effet du vieillissement de la population et de la hausse des affections chroniques au niveau mondial, dont le VIH-Sida. En Afrique de l'Ouest et centrale, on estime à 6,1 millions le nombre de personnes vivant avec le VIH en 2016. Les femmes représentent 56% du nombre total des personnes vivant avec le VIH dans la région et 20% des nouvelles infections au VIH à elles seules. Malgré cela, les personnes handicapées retiennent rarement l'attention des décideurs dans des politiques et programmes nationaux de lutte contre le VIH, y compris l'action aux soins de santé. Il s'agit d'un défi important qui peine encore à être relevé. En effet, force est de constater une timidité de la part des États partis à la Convention relative aux droits des personnes handicapées CDPH à se doter d'instruments juridiques de protection des droits des personnes handicapées ou à mettre en place des mesures favorables à la société des personnes handicapées sur la base de l'égalité avec les autres. Et puis à Fatick, les autorités réhabilitent les nombreuses routes dégradées de la commune. Ces travaux ont démarré, ce qui devrait soulager de façon définitive les populations qui ont longtemps déploré l'état de ces routes. On voit cela dans cette correspondance signée Aminata Gouyabi et Abdou Karim Bey. C'est un soulagement pour les habitants de la commune de Fatick. Ils subissent depuis plusieurs années les conséquences du mauvais état de beaucoup de routes de la ville. Les travaux de réhabilitation de ces tronçons ont démarré. La reprise des routes de Fatick a démarré avec la Géroute et l'ONAS. Et quand on aura fini, je pense que cette préoccupation, ce sera une épine qu'on nous enlève du pied. Nous avons travaillé et aujourd'hui, les réponses sont là au niveau de Fatick. Le linéaire, ça y est avec les techniciens de la Géroute sont venus, ils ont fait le linéaire. Mais ce qui est sûr, toutes les routes dégradées de Fatick seront reprises. Nous avons aussi des promesses parce qu'avec l'élargissement de la route de Founioune, nous devons avoir 5 autres kilomètres de route dans la ville. Plusieurs autres investissements ont été annoncés par le maire de Fatick, Matarba. Le budget 2021 de la mairie de Fatick, qui s'élève à plus de 600 millions de francs CFA, a été voté à l'unanimité par les conseils municipaux. Nous avons cette année un budget qui prend en charge des investissements avec le PACASEN, qui touche le réseau électrique parce qu'on doit en faire une vingtaine de kilomètres dans les différents quartiers où il y a un problème d'électricité. Nous avons 10 kilomètres aussi d'adduction d'eau potable, la construction de maternités, nous avons aussi la gare routière et nous sommes aujourd'hui un budget réel à 614 millions, nonobstant maintenant l'arrivée des fonds de dotation, ce qui va nous pousser à aller vers 750 millions. Et le programme de modernisation des villes, Promoville, va faire bénéficier à la ville de Fatick des infrastructures selon Matarba.
Actualité internationale à présent avec la victoire proclamée du président sortant au Ghana, Nana Akufo-Addo, contesté par l'opposition. Le dernier coup diplomatique de Donald Trump avant son départ de la Maison-Blanche. Il obtient du Maroc un accord de normalisation avec Israël. On voit cela avec Daniel Diouf. Lendemain de présidentielle sur fond de contestation au Ghana, près de 48 heures après la proclamation des résultats, deux camps s'opposent. D'un côté, ceux qui refusent la victoire du président sortant Nana Akufo-Addo, déclaré vainqueur par la commission électorale, et de l'autre côté, les militants de la paix. Le principal parti d'opposition rejette les résultats. John Mahama se dit convaincu de sa victoire. Mercredi, la commission électorale a déclaré le président Nana Akufo-Addo, âgé de 76 ans, vainqueur des élections avec 51,59% des voix. Dernier coup diplomatique de Donald Trump avant son départ de la Maison-Blanche. Il a obtenu du Maroc un accord historique de normalisation avec Israël dans le cadre du plan de paix américain au Proche-Orient. Les États-Unis reconnaissent dans la foulée la souveraineté marocaine sur le Sahara occidental, une décision fermement condamnée par les indépendantistes sahraouis. Le roi du Maroc qui a assuré au président palestinien Mahmoud Abbas de la poursuite de l'engagement permanent et soutenu du Maroc en faveur de la cause palestinienne juste. Il ne s'agit pas de reconnaître Israël, précise un haut responsable diplomatique marocain. Il existe des liens entre les deux pays du fait de l'importance de la communauté juive d'origine marocaine en Israël, environ 700 000 personnes. Le Maroc a reconnu Israël en 1994. L'Égypte a été le premier pays arabe à signer la paix avec Israël en 1979, avant la Jordanie en 1994. Et puis la France qui obtient gain de cause dans la bataille qui l'oppose à Théodorin Obiang-Nguema, le fils du président équato-guinéen, par ailleurs vice-président de la Guinée équatoriale, en différend relatif à une maison parisienne de luxe supposée appartenir au fils du président équato-guinéen. L'immeuble a été saisi par la justice française dans le cadre d'une enquête pour corruption sur le fils du président équato-guinéen. La Guinée équatoriale a fait valoir que la bâtisse ne pouvait être confisquée car elle faisait partie de la mission diplomatique en France et non au vice-président, comme l'ont prétendu les enquêteurs français. Mais la Cour internationale de justice constate que l'immeuble n'a jamais acquis le statut de la mission de la République de Guinée équatoriale en République française, a déclaré le président de la Cour internationale de justice. L'immeuble saisi en 2012 d'une valeur de 107 millions d'euros abrite un cinéma, une discothèque entre autres. Il est situé près de l'Arc de Triomphe dans l'une des rues les plus prestigieuses de la capitale française. Les autorités françaises ont également saisi une flotte de voitures de luxe appartenant au fils du président équato-guinéen. Et à vous, Daniel Diouf, c'était le dernier élément de ce 20h. La deuxième partie de votre magazine Soir d'Info, c'est avec vous, Aram Touré. Merci beaucoup, cher Tidjane Diao.